physique. Pourquoi une vraie physique? Parce que Newton introduit, donc à la suite de Galilée bien entendu, et de beaucoup d'autres, la notion d'univers. Qu'est-ce que c'est qu'un univers? C'est un cadre unifié dans lequel certaines lois sont valides universellement, précisément. C'est-à-dire qu'on n'aura plus des lois valables sur Terre et d'autres lois valables ailleurs, pour la composition des objets, pour le mouvement ou pour autre chose, mais des lois qui règnent partout. Et vous savez bien, Newton est celui qui propose la loi de la gravitation universelle, et c'est le mot universel peut-être qui est le plus important, parce que puisqu'elle est universelle, ça veut dire qu'elle règne partout dans un cadre qu'on va appeler l'univers. Mais cet univers, ça n'est plus simplement le monde terrestre ou le monde céleste, c'est le monde dans son ensemble. Il y a maintenant un univers et donc les lois sont universelles. Et s'il n'y avait pas ça, on ne pourrait pas faire de physique. Puisque ce que dit la physique, c'est que dès qu'on fait une théorie, qu'on propose un modèle, une représentation, il faut pouvoir la confronter en faisant des expériences, des observations. Donc si je vous propose une loi qui va décrire le comportement d'un système, je dois pouvoir faire devant vous une expérience qui va permettre de vérifier cette loi. Mais cette expérience, pour qu'elle soit universelle, vous devez pouvoir la refaire demain chez vous. Un cosmonaute doit pouvoir la refaire dans 3 mois sur la Lune. Et tout ça n'a de sens que si la loi qui s'applique ici s'applique aussi demain, s'applique aussi dans 3 mois, s'applique partout, c'est-à-dire en tous les points et à tous les moments de l'univers, justement. Il ne peut pas y avoir de physique, il ne peut pas y avoir de notion d'expérience ou d'observation qui puisse vérifier des théories ou des modèles s'il n'y a pas d'univers. Donc, la physique, pour exister, nécessite la notion d'univers et c'est Newton qui, finalement, va l'introduire explicitement. Alors, explicitement, comment? Bien entendu, en faisant intervenir, une fois de plus, la géométrie. Ce que nous dit Newton, c'est que la physique se déroule dans un certain cadre, qui va donc être cet univers, mais que ce cadre, on va le décrire de manière géométrique. Et il nous dit, il y a un espace physique qu'on va décrire par un espace géométrique mathématique. Il y a un temps physique que l'on va décrire aussi d'une manière géométrique. Il y a des objets que l'on va décrire comment? Des objets ou des événements que l'on va décrire aussi d'une manière géométrique. Un objet, on va le décrire par un point dans l'espace qui évolue selon le temps. Et par exemple, pour repérer son évolution, on va le décrire par une vitesse ou par une accélération. Et vitesse, accélération sont des notions, bien entendu, géométriques. Ce qui n'empêche pas, d'ailleurs, même si l'on fait de la géométrie, d'en donner, de cette géométrie, une description algébrique ou analytique. Vous savez que... Mais ça viendra après Newton. Enfin, ça commence avec Newton, mais ça sera développé beaucoup plus tard. Mais si vous avez, par exemple, si je dessine un cercle dans un plan, bon, je fais de la géométrie. Vous savez tous que je peux donner une équation algébrique de ce cercle dans le plan. x2 plus y2 égale 1, c'est une équation algébrique. Si je dis x2 plus y2 égale 1 à un mathématicien, il va tout de suite me dire c'est le cercle. Donc, je fais de l'algèbre, mais en faisant de l'algèbre, j'exprime de la géométrie. Et la plupart des équations, quand vous regardez un article ou un livre de physique, vous allez voir plein d'équations, vous allez vous dire ce sont des équations algébriques, ce sont des équations analytiques. C'est pas de la géométrie. Mais si, c'est de la géométrie parce que cette géométrie, bien souvent pour faire des calculs, parce qu'on n'arrive pas à voir les choses de manière géométrique, eh bien, on la représente de manière analytique. Comme on représente le cercle par son équation x2 plus y2 égale 1, on fait toujours de la géométrie, mais on fait de la géométrie analytique. Donc, ça n'est pas parce que vous avez des formules qui vous paraissent algébriques qu'on ne fait pas de la géométrie. Et quand vous regardez des pages de Newton, soit d'ailleurs chez Newton lui-même, encore qu'il y a plein de petits dessins, mais il y a aussi beaucoup d'équations, et très compliquées parce qu'il n'avait pas les notations condensées que nous avons, mais vous pouvez aussi regarder un manuel aujourd'hui de physique newtonienne, vous verrez beaucoup d'équations, mais il n'empêche que c'est de la géométrie. Alors, que dit Newton? Il nous dit donc qu'il y a ce cadre géométrique qui constitue l'univers avec un espace physique. L'espace physique, c'est un objet physique, bien entendu, mais que je vais représenter par un espace mathématique. Quel espace mathématique? Bon, en fait, Newton n'a pas le choix, parce qu'à son époque, dans les mathématiques, il n'existe qu'une sorte d'espace qui est l'espace d'Euclide, l'espace euclidien.
Les mathématiciens l'appellent R3. Donc je l'appellerai R3. R3, ça veut simplement dire que c'est l'ensemble des nombres réels. L'ensemble des nombres réels, c'est tous les nombres habituels. Et vous savez que comme on peut repérer n'importe quel nombre sur une droite, n'importe quel point sur une droite par un nombre, pour les mathématiciens, l'ensemble des nombres ou la droite, c'est à peu près la même chose. Et on appelle ça la droite réelle. Et si vous prenez 3 fois la droite réelle, ça veut dire que vous donnez 3 nombres, et 3 nombres, chaque fois que vous donnez 3 nombres, ça peut être les 3 coordonnées d'un point dans l'espace. Donc l'espace, on l'appelle R3, c'est, si vous voulez, 3 fois la droite réelle, 3 fois l'espace euclidien. Donc Newton n'a pas tellement le choix, parce qu'à l'époque, le seul espace que connaissent les mathématiciens, c'est l'espace euclidien. Donc il va dire, je représente l'espace physique par l'espace mathématique euclidien. Et je représente aussi le temps par une droite. Une droite géométrique, ou si vous préférez, un ensemble de nombres. Et ces nombres, c'est quoi? C'est les dates de tous les événements. Pour Newton, il y a un événement aujourd'hui, on peut l'appeler 0, ou on peut l'appeler le 14 février, je ne sais pas, 2002. Et puis ensuite, vous avez tous les nombres dans le passé, tous les nombres dans le futur, puisque ce temps, pour Newton, il est infini dans le passé et dans le futur. Ça, c'est une hypothèse très forte qu'il existe un temps. Et vous verrez que, en fait, elle est fausse. Mais à l'époque de Newton, c'est déjà quelque chose de très nouveau de dire qu'il existe un temps qui s'applique partout, en tous les points de l'univers, et finalement aussi à tous les moments. Évidemment, Newton n'a pas inventé tout ça lui-même. Newton s'appuie sur les travaux de ses prédécesseurs, et en particulier pour le temps sur ceux de Galilée. Galilée était celui qui avait compris que pour bien décrire les mouvements, pour bien décrire la mécanique, il fallait faire intervenir cette notion de temps qui est loin d'être évidente. En fait, ce qui est curieux, c'est que, vu aujourd'hui, c'est une erreur, ce temps n'existe pas, comme je vais vous le dire quand je parlerai de la relativité, mais s'il n'y avait pas eu ce passage par l'introduction du temps et de l'espace dans la physique, jamais on serait arrivé directement aux théories que nous avons aujourd'hui. En tout cas, ce qui nous intéresse, c'est donc que Newton géométrise les choses, et dans ce cadre géométrique, ensuite, il va pouvoir décrire les phénomènes. Par exemple, il va dire je m'intéresse à une particule de matière que je représente comme un point de l'espace, et puis je vais dire, avec le temps, c'est-à-dire en suivant l'écoulement de ces nombres qui décrivent la droite temporelle, avec le temps, ce point va se déplacer dans l'espace. Et je vais donner les lois de ce déplacement, qui sont les lois de la dynamique, les lois de la mécanique newtonienne. Et miracle, ça marche de manière extraordinaire. C'est-à-dire que Newton commence à comprendre les orbites des planètes. Par exemple, il explique avec la même loi pourquoi les pommes tombent des arbres, c'est-à-dire quelque chose qui se passe sur la Terre, et pourquoi la Lune tourne autour de la Terre, c'est-à-dire quelque chose qui se passe dans le ciel, où les planètes tournent autour du Soleil. Donc, avec une même loi, il explique des phénomènes terrestres et des phénomènes célestes. Et ça, c'est quelque chose d'extrêmement nouveau, puisque, justement, ça indique que cette loi est universelle, et Newton insiste en appelant sa loi de la gravitation universelle. C'est ça, je dirais, la nouveauté la plus importante chez Newton. Bon, il y a énormément de choses en fait, il y a beaucoup d'autres choses. Mais donc, ce qu'il y a de nouveau, c'est que Newton, avec ses lois, explique donc pourquoi les planètes ou la Lune tournent autour de la Terre. Il explique pourquoi leurs orbites sont elliptiques, comme l'avait découvert Kepler, parce que ça restait mystérieux. Pourquoi des ellipses? Pourquoi ces courbes bizarres et non pas des cercles ou des sphères? Même pour Kepler, c'était un mystère. Il a eu beaucoup de mal lui-même à se convaincre de la validité de sa propre découverte. Si vous lisez Kepler, vous verrez, c'est extrêmement intéressant la manière dont il en parle. Mais en tout cas, avec Newton, c'est expliqué. Il va plus loin, il explique les autres lois de Kepler, parce que Kepler, non seulement nous dit que les orbites des planètes sont des ellipses, mais il nous dit comment ces ellipses, comment les planètes se déplacent sur les ellipses, comment les ellipses sont organisées. Donc, d'autres lois de Kepler qui sont toujours valables, qu'on utilise toujours, que Kepler avait trouvé, mais dont il n'avait pas donné l'explication. Immédiatement, les lois de Newton donnent cette explication. Les lois de Newton expliquent aussi le mouvement des comètes, parce qu'à cette époque,